bonsoir. Merci d'être là. D'autant plus que j'ai donné comme sous-titre à cette soirée le titre conférence performance. Alors pour moi, conférence, ça annonce quelque chose d'extrêmement ennuyeux et performance d'être quelque chose d'extrêmement gênant. Et donc mon objectif, c'est de trouver, d'aboutir à un moyen terme en fait entre l'ennui et la gêne. Donc on va progresser petit à petit vers ça. Alors moi, ce qui m'angoisse absolument quand je vais voir une performance, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer, combien de temps ça va durer. J'ai l'impression que je vais être enfermé là pour toute ma vie. Donc ça va durer 1h11. Et voilà comment ça va se passer. Je vais poser 18 questions. 18 questions qui me sont venues en écrivant donc, ce livre, La Grande Aventure, et après l'avoir écrit. Donc des questions qui concernent la poésie, la vie, les doutes, parfois tout en même temps. Et pour répondre à ces questions, je vais utiliser 6 photos de vacances, 21 poèmes de moi, 7 poèmes écrits par d'autres personnes, 3 ultra-courts-métrages de moins d'1 minute que j'ai réalisés sous pseudonyme, 6 coupures de presse régionale, 3 navigations sur Internet, 8 images d'un artiste suisse, un excursus d'histoire scandinave médiévale, 3 cartes postales et 2 photos de chiens. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Et je commence par la première question, qui n'est pas la plus facile. Comment allez-vous ? Je vais pas mal parler de moi pendant cette soirée, raconter mes poèmes, mes trucs, et je ne voudrais pas que vous pensiez que je ne pense pas à vous. La preuve, c'est cette image d'un bébé renard des neiges que je vous offre. Donc, c'est pas une question rhétorique, hein, comment allez-vous ? Simplement, je vous propose de ne pas y répondre à haute voix, mais d'y répondre dans votre tête. Vous pouvez choisir de 1 à 10 comment vous vous sentez, et j'espère que voilà, la courbe augmente jusqu'à la fin de cette soirée. Et je passe à la deuxième question. Donc, comment une imprimante laser avec option Wi-Fi a-t-elle changé ma vie ? Alors, je voudrais raconter comment est né ce livre. Et il est né à un moment très particulier, en mars 2020, donc au moment où le confinement est arrivé. Et à ce moment-là, moi, j'étais dans la Drôme, chez un ami qui s'appelle Hervé Letellier, qui a une maison là-bas. Et je me suis retrouvé bloqué là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme pas mal d'entre nous, je me suis retrouvé en fait complètement bloqué. J'avais l'impression d'être tout à fait accablé, désœuvré. Alors j'étais dans ce paysage assez prodigieux et pourtant j'arrivais absolument à rien faire. Donc je faisais la sieste, j'allais sur lemonde.fr, j'actualisais lemonde.fr, je faisais la sieste, j'ouvrais un document Word, je fermais un document Word, j'ouvrais un livre, je fermais le livre. J'avais pourtant un projet de roman que je voulais lancer, j'avais des grandes ambitions, j'avais acheté 13 livres avant que tout ferme. Et donc je me retrouve, comme pas mal d'entre nous, dans ces étranges vacances soucieuses, complètement capables d'absolument rien. Et donc, on a organisé les choses. La première chose, c'est qu'on a organisé des rituels. Alors le premier rituel, c'était ces promenades quotidiennes, notre heure de promenade, notre sortie donc, dans ces paysages très beaux. Et voilà, parfois le soir, j'apercevais un chevreuil à tomber de la nuit, donc j'étais nourri et satisfait. Le deuxième rituel qu'on a mis en place, c'est tous les matins, nous lisions le Dauphiné libéré. Alors j'ai une grande passion pour la presse régionale, et on lisait le Dauphiné libéré, et puis on en découpait ce qui nous semblait être le meilleur morceau de chaque jour. Donc par exemple, ceci, lâcher un producteur d'asperges a su rebondir. Cyprien Fréchet et son père Michel au cours de la récolte des asperges à Grignan. Également cette photo, pour l'éducateur canin, il est important de garder à l'esprit l'après-confinement pour ne pas frustrer son chien. J'espère que les propriétaires de chiens ont gardé ça à l'esprit. Et voilà, diverses coupures. Henri Bourgon a écrit un poème pour le personnel des EHPAD. Alors ça documentait quand même ce moment complètement dingue qu'on a vécu, et en garder des traces nous semblait important. Xavier Ray considère qu'il sera difficile de reprendre les répétitions avant les vacances d'été. Alors ça, c'était surtout pour la photo, je crois qu'on a gardé ça. Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, attend sa pizza comme tout le monde. La simplicité au royaume du Luxembourg est très satisfaisante. Et François de Tracol et Michel Vital désinfectent la machine à bière. Voilà, donc des rituels se mettent en place, on est rassuré, chaque jour il se passe quelque chose, et en même temps, je suis tout à fait autant désœuvré, capable d'absolument rien, et puis Hervé achète une imprimante. Donc c'est une imprimante HP LaserJet Pro M148DW, et
En fait, comme je l'ai dit, évidemment, c'est pas simplement une imprimante, c'est une imprimante avec option Wi-Fi. Alors Hervé la branche, et il faut faire comme lorsqu'on branche un nouvel appareil, vous savez, un test d'imprimante, et notamment pour tester le bon fonctionnement du Wi-Fi. Et donc, je me propose de tester ça, et j'écris et j'imprime ceci. Donc c'est lapin, lapin, les lapins sont des lapins. Et donc c'est le premier poème de cette série qui se lance. Je suis très content de ça, je le montre aux copains. Ça leur plaît aussi, tout était très étrange, hein, c'est le confinement en même temps. Ironiquement, je le dédicace aux copains qui sont là, et il me dit bah, vas-y, refais-en un autre, et donc j'en refais un autre. Qui dit ceci: de l'énergie avant toute chose, c'est le poème imprimé. Pourriez-vous l'imprimer sur l'imprimante du haut, le poème, merci d'avance, c'est le poème de l'énergie, ça marche, je l'ai testé en vrai. Et donc, il se passe quelque chose en fait, alors d'assez anodin, c'est simplement une imprimante Wi-Fi. Alors pour moi, c'est la première imprimante Wi-Fi de ma vie. Pourtant, c'est une technologie qui n'est pas tout à fait récente, mais je me rends compte que quelque chose change complètement dans mon rapport à l'écriture, et c'est cette option Wi-Fi qui m'offre ce changement, parce que d'un coup, je ne me surveille pas, je peux imprimer directement ce que j'ai écrit, et je peux m'amuser directement dans une sorte d'amusement sans fil. Et donc ce progrès technique change véritablement, je crois, mon rapport à l'écriture. Et pour exprimer un peu ce que ça change, on pourrait le comparer avec la peinture. Alors vous savez peut-être que jusqu'au XVIIIe siècle, les peintres broyaient eux-mêmes les pigments qui leur servaient à la peinture, puis ensuite ils les liaient, et ils étaient obligés d'employer directement ce mélange pour peindre. Et c'est simplement au XIXe siècle qu'est née la peinture industrielle prête à l'emploi. Alors elle était présentée d'abord dans un premier temps dans des vessies de porc séchés. Voilà à quoi ça ressemble, et c'était déjà évidemment une grande avancée, mais la grande révolution dans l'histoire de la technique de peinture, c'est 1841, puisque c'est en 1841 qu'est déposé le premier brevet d'invention du tube souple compactable. C'est un certain John Goffrand qui dépose ce brevet à Londres. Alors cette invention, elle apparaît évidemment extrêmement simple, mais elle va changer énormément la pratique des peintres, puisqu'elle leur permet tout simplement de sortir de leur atelier. Et ils peuvent se libérer de cet atelier, travailler en plein air, et un certain nombre d'historiens de l'art considèrent que l'impressionnisme n'aurait jamais eu lieu sans cette invention si simple en apparence. Alors, beaucoup plus modestement, évidemment, l'imprimante Wi-Fi ne me permet pas d'écrire à l'extérieur, mais je crois qu'elle me permet quand même une forme de plein air mental, de libération et de spontanéité. Et peut-être que l'autre invention qui peut-être décrirait encore mieux ce que je vis à ce moment-là dans l'histoire de ma pratique d'écriture, c'est l'invention du transistor. Donc là, c'est une photo de 1942, je crois, aux États-Unis. Et j'aime bien imaginer ce qui s'est passé lorsque les premiers phonographes ou transistors sont arrivés dans les intérieurs. Je me dis que peut-être c'est à ce moment-là que les gens ont pu danser n'importe comment chez eux, être complètement libres de leur corps. Et donc cette invention se passe au début du XXe siècle, et quelques décennies plus tard, elle permet au Premier ministre anglais, incarné par Hugh Grant, de vivre ça. It's almost enough to make you feel patriotic. So here's one for our ass-kicking Prime Minister. I think he'll enjoy this. A golden oldie for a golden oldie. Hold me. I'll give you all that you need. Wrap your love around me. You're so exciting, I can feel you getting hotter. Oh baby, I'll take you down. I'll take you down. Where no one's ever gone before. And if you want more, if you want more, more, then jump for my love. Jump in and feel my touch. Jump if you want to drink my kisses in the night. Jump for my love. I'll take you down. I'll take you down. Where no one's ever gone. Yeah. Mary, I've been thinking. Can we move the Japanese ambassador to 4 o'clock tomorrow? Certainly, sir. Terrific. Thanks so much.
voilà ce que ça me permet. Alors évidemment, ça ne m'a pas donné le déhanché du Gantt, mais ça m'a permis, je crois, non pas d'écrire n'importe comment, ni de danser n'importe comment, mais ça m'a véritablement libéré dans une forme de spontanéité nouvelle, en tout cas. Et donc il y a cette conjonction de 4 éléments, le confinement, le désœuvrement, le temps long des journées désœuvrées, l'incapacité à lire et à écrire, et ce temps rapide de l'imprimante qui d'un coup me permet de ne plus me regarder écrire. Et donc c'est décidé d'essayer d'écrire un poème par jour dans cette forme d'abandon et de logique sans fil. Et voilà, j'en ai fait un poème. Peux-tu écrire un poème par jour? As-tu demandé tout à l'heure? C'était au moment du café. Ça fait beaucoup, mais on n'est jamais sûr de rien. Au moins, je pourrais dire, tu vois, j'ai essayé. Et donc j'ai essayé, et le confinement a duré. Chaque jour, j'ai écrit mon poème du jour. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose, de sauver une partie de ma journée. Et donc les poèmes sortaient de l'imprimante, et le confinement durant, le tas s'épaississait, à tel point qu'au bout de quelques temps, ça formait quelques dizaines de poèmes. Et il se trouve que mon anniversaire est tombé pendant le confinement, c'est le 8 mai. Et que pour mon anniversaire, mes amis avec qui j'étais confiné ont fabriqué un livre qui est donc paru le 8 mai 2020 et qui a été imprimé sur cette même imprimante et relié par un fil à couture, et donc avec une préface d'Hervé écrite dans la nuit du 7 au 8 mai. Et d'un coup, ces poèmes que j'écrivais dans une sorte d'absolu non-projet, de spontanéité innocente, d'un coup, j'ai imaginé que rassembler, ça faisait quelque chose d'un peu bizarre, mais qui me ressemblait. Et donc, c'est devenu un livre, et pour la première fois de ma vie, en fait, c'est devenu un livre sans qu'à aucun moment, j'en ai le projet. Et c'est pas mal. Et donc la question se pose quand même, comment écrire un poème par jour sans s'épuiser? Parce que l'idée quand même c'est de ne pas non plus ressortir du confinement éreinté. Et en fait il se trouve que je crois que ces poèmes m'ont demandé sans doute beaucoup plus de travail que tous les textes que j'ai écrits jusqu'alors, mais c'est un travail particulier. Le travail que ça m'a demandé en fait, alors j'ai l'impression qu'en fait depuis qu'on est sorti de l'enfance, toute simplicité ne peut être plus que le fruit d'un grand apprentissage. En fait, un grand apprentissage qui est une sorte de désapprentissage. On doit retrouver une façon directe d'être au monde. Et il se trouve que j'ai fait des longues études, je suis un bon élève, certains dans la salle le savent, puisqu'ils ont souffert avec moi. Un bon élève qui même a fini par enseigner la littérature. Donc j'ai l'impression que le désapprentissage pour moi est encore plus grand qu'il peut l'être pour d'autres, et que c'est ça qui s'est joué pour moi dans ce temps-là. C'est désapprendre ce à quoi je m'étais entraîné, me défaire de mon costume de bon élève. Alors évidemment, on ne peut pas éliminer tout ce qu'on a lu, et tout ce que j'ai lu, je pense, recouvre les parois de mon cerveau. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre comme image, mais en tout cas, si je devais vraiment prendre au sérieux cette question, je crois qu'il faut apprendre à ne plus penser ni à ne plus sentir pour réussir à écrire un poème par jour, et même dans l'absolu un poème. Et donc c'est un exercice qui est un non-exercice qui consiste à faire exprès de ne plus faire attention. Et pour ça, évidemment, l'imprimante Wi-Fi sert beaucoup, parce que d'un coup, on peut ne plus faire attention. Alors, pas simplement l'imprimante Wi-Fi, les verres de vin, le confinement, la fatigue, les siestes. Et donc, j'ai mis en place cet exercice, et chaque jour, je me rendais compte que quelque chose d'un peu étonnant arrivait, qui était ces poèmes. Je ne suis ni sérieux ni léger quand j'écris ces sortes de poèmes. J'existe à peine, je me contente de taper sur la touche entrée pour les sauts de ligne. Au milieu des phrases, on pourrait dire que je n'y suis pour rien. C'est un peu bizarre. Certaines personnes parlent d'hypnose. C'est un grand mot pour dire que c'est, quand je m'absente, que tout commence pour de vrai. Et donc j'ai vécu, expérimenté l'idée que dès que j'essayais d'écrire un poème, ça ne marchait pas. Un peu comme, vous savez, les mouches ou les abeilles qui cherchent à sortir, mais la fenêtre n'est pas ouverte. Et donc je me prenais la fenêtre, et ça ne marchait uniquement quand je me forçais à ne rien attendre. J'ai écrit un poème sur ça,
qui dit « J'essaye d'écrire, puis je me plains de ne pouvoir me concentrer sur rien de rien. Tu me réponds qu'il faut attendre bien sagement que rien n'arrive, ou mieux encore, n'attendre rien. Alors, au bord de la forêt, le chevreuil viendra, encore une fois. Sentir, c'est être inattentif. » Ce qui se rapproche peut-être le plus de cette expérience d'écriture poétique, je crois que c'est en fait l'état d'hypnose, c'est-à-dire une sorte d'état d'hyperconcentration et en même temps de distraction totale. On est là et on n'est absolument pas là. Et il se trouve que ces dernières années, j'ai beaucoup lu un grand hypnothérapeute, un grand théoricien de l'hypnose qui s'appelle François Roustan. Et François Roustan, il explique dans un livre qui s'appelle « Il suffit d'un geste », la technique du problème supposé résolu. Alors je vous la conseille et je vous l'offre. En fait, elle est assez simple. Face à un problème, pour le dépasser, eh bien, il suffit de le supposer comme déjà résolu. Et donc on se projette. Ça semble évidemment tout à fait absurde, mais je suis assez convaincu par ce genre d'idée. On enjambe le problème, et ça marche aussi, je crois, pour les poèmes et pour peut-être pas mal d'expériences d'écriture. Envisageons le poème déjà écrit ou déjà imprimé, et le poème s'écrit. Alors, il y a quelque chose peut-être d'un tout petit peu mystique, mais je crois vraiment que ces poèmes, je les ai écrits en m'absentant, en laissant parler à l'intérieur de moi quelqu'un qui était moi et qui n'était pas moi. Vous savez, là, dans l'ancien temps, on parlait des muses qui venaient inspirer et infiltrer leur poésie dans l'esprit des poètes ailés. Alors moi, je ne crois pas tout à fait aux muses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui consiste à laisser parler le langage à l'intérieur de soi, ou laisser parler les muses intérieures, et être attentif à ce qui me dépasse. Et donc cette logique, elle consiste à être ultra présent et ultra absent. Et elle me relie à une théorie que j'aime bien, enfin une théorie à laquelle je crois pour le moment, qui est la théorie du non-surplomb. Enfin, le nom est de bois en fait. Hein, mais cette théorie du non-surplomb, pour moi, c'est un constat assez simple. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire en se regardant les faire. Et ces choses-là, c'est des choses assez essentielles. Et je peux en garder 3 en tout cas, danser, faire l'amour et écrire. Dès qu'on essaie de se regarder danser, de se regarder faire l'amour, de se regarder écrire, tout s'écroule. Et donc c'est pour ça que je conseille d'enlever les miroirs, enfin vous faites comme vous voulez. En tout cas de réussir à s'absenter. Et ça m'amène à la question 4. Que je m'excuse de prononcer dans ce noble lieu. Mais elle me semble très importante, cette question du ridicule en poésie, parce que en fait, c'est quelque chose que je ressens. Alors vous avez remarqué peut-être que le mot ridicule est en lui-même ridicule, peut-être parce qu'il y a 2 i et le mot cul, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, la poésie a à voir avec le ridicule, et en écrire, mais surtout en publier ou la faire lire. Il y a toujours ce moment, il y a ce moment, vous l'avez vu dans la vidéo avec Hugh Grant, où on est face à sa secrétaire. Et donc on doit assumer le poème qui est sorti de l'imprimante et qui parfois est imprimé dans un livre. Et je pense toujours à cette scène d'Illusion perdue, donc le roman de Balzac. Au début du livre, le jeune Lucien Chardon, alias Lucien de Rubempré, va lire ses poèmes il a 17 ans, et il va lire ses poèmes dans le salon de Madame de Bargeton. Et c'est une scène très belle et en même temps terrible, parce qu'il va lire ses poèmes, et Balzac dit qu'il est comme un ange qui viendrait lire une incantation céleste au milieu des ricanements de l'enfer. Parce qu'évidemment, tous les membres du salon se moquent de lui, et donc petit à petit, il boit la ciguë, jusqu'à ce qu'on lui dise « Tes poèmes sont pas mal pour des vers de province ». Donc, heureusement, on n'est pas à Angoulême, et donc ça va aller. Donc, le ridicule, c'est ça, c'est que comme les poèmes s'écrivent, pour moi en tout cas, dans une sorte de moment d'absence, eh bien, il y a un moment où le poème s'imprime, et j'ai l'impression d'être dedans et de ne pas être dedans, et ça provoque ce genre de sentiment. Je te fais lire tous ces poèmes, j'y mets n'importe quoi et tout ce qui vient. Parfois, je m'y sens un peu nu, et j'ai presque honte de les montrer. Mais si certains veulent en rire, ce n'est pas que simple formule, je suis prêt à rire avec eux. Voilà, donc je suis prêt véritablement à rire avec eux, avec vous, dans la mesure où je considère que le ridicule n'est pas forcément mauvais,
C'est ce qui fait rire déjà, et le ridicule, ça veut aussi dire ce qui est déraisonnable, comme on dit, une somme ridicule, donc ridiculement petite. Et je crois que la poésie a à voir avec ce ridicule, avec ce petit rien qui néanmoins peut avoir de la valeur dans les yeux de certains. Et le ridicule a aussi à voir avec quelque chose de l'enfance. Je pense que ça se joue dans l'enfance quand on est face au regard des autres et quand on se rend compte qu'on a un corps. Et c'est possible, je ne sais pas très bien quoi faire de cette hypothèse, que la poésie soit aussi un des moments où on se rend compte qu'on a un corps. Et donc, je n'ai pas tout à fait la réponse à cette question numéro 4. Merci pour ceux qui suivent. Donc, du ridicule de la poésie. Mais je me rends compte que je ressens assez souvent le ridicule des poètes quand je les lis. Et ça ne m'empêche pas de les aimer. Ça marche aussi pour mes amis. Donc je me rends compte que Victor Hugo est très souvent ridicule, grandiloquent, et en même temps génialement intelligent, que Du Bellay est orgueilleusement ridicule et en même temps lui aussi génial, que Verlaine est ridicule et simple, et que donc j'aime ces poètes en fait qui acceptent ce ridicule, qui l'assument, qui acceptent le dérisoire, et je préfère véritablement ces poètes à ceux qui cherchent à ne pas l'être, c'est-à-dire à être sérieux, à s'intéresser au langage, aux grandes questions, à ces poètes, vous savez, ou à ces écrivains qui s'habillent bien, qui se mettent sur leur 31, qui cherchent à être présentables. Et j'ai écrit un poème à ce propos. Assez souvent, je lis des choses qui ne semblent écrites pour personne, ou bien disons, pas pour moi, mais pour qui d'autre. Et pourtant, tous ces gens-là proclament avec beaucoup de mots des hautes idées littéraires. Ils ont un air intelligent et parlent avec conviction. Même leurs écharpes ont l'air douces. Je me méfie des écrivains. Je préfère changer de trottoir pour caresser ce labrador qui me regarde calmement avec son air de labrador. Alors je voulais mettre une photo d'écrivain avec une très belle écharpe, mais je me suis contenté d'une photo de labrador. Chacun pourra imaginer l'écrivain hautement intelligent qu'il a en tête ou qu'il connaît. En tout cas, je me sens ridicule et je préfère en fait être ridicule que noble. Et si tout est trop ridicule, eh bien, on peut toujours fermer les yeux. Et c'est la 5e question. Quel art de la transition, n'est-ce pas ? Peut-on s'habituer à fermer les yeux ? Et j'y ai répondu par un de ces premiers, le premier film ultra court réalisé par un de mes pseudonymes. Dans le train à grande vitesse, je me demande soudain si on s'en rendrait compte si je ne reprenais plus ma respiration. Dans la grande ville, les gens font des choses et ça me fait peur, comme les manèges quand j'étais petit. J'ai à peine grandi. On ne s'habitue pas à fermer les yeux. Voilà une première coproduction internationale, hein, c'est toujours des films à assez gros budget. Donc je remercie toute l'équipe du film, bien sûr. Et je passe à la 6e question, puisque celle-ci est réglée, qui est une question très importante pour moi, comment ranger le monde ? Elle est très importante parce que c'est sans doute une impression qui me tient le plus, qui m'attaque le plus fortement. C'est cette impression de grand désordre, de chaos à la fois intérieur et extérieur. Et je pense qu'on est assez nombreux à vivre ça et qu'on trouve chacun une façon de se défaire de ce désordre ou d'organiser ce désordre. Alors certains regardent des films, certains font la vaisselle de façon obsessionnelle, certains rangent leur appartement de façon obsessionnelle, certains au contraire vivent dans un grand désordre pour échapper au désordre. Le philosophe Hegel disait que pour guérir un malade mental, le mieux était de le mettre sur une balançoire. Et il pensait que le va-et-vient était une bonne médication pour remettre les neurones en place. Je crois que c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait marcher les soldats au pas. Il y a quelque chose de rassurant dans cette organisation et dans ce rythme donné aux soldats. C'est pour ça, évidemment, que Marie Kondo a tant de succès. Vous connaissez tous Marie Kondo, hein, c'est la rangeuse névrotique qui sauve la vie, sauf qu'évidemment, son art du rangement est tout à fait mortifère. Et je préfère à Marie Kondo
les projets d'un certain Ursus Verly, qui est un artiste suisse qui a entrepris de ranger le monde. Et voilà ce qu'il a fait. Et donc il a fait une série de photos, qui ne sont pas seulement des photos, il a véritablement accompli tout ça. Donc premier objectif de rangement, le parking. Extrêmement satisfaisant. Il fait ça aussi donc avec le végétal, ici une branche de sapin, très très bien rangée. Alors quelque chose de plus complexe, là, cette prairie qui longe une piscine, très très bien classée. Il a fait aussi tout un livre où il range l'art. Et alors, donc là, la fameuse chambre de Van Gogh, très très bien rangée. Alors, pour moi, la poésie a à voir avec ça. C'est un peu flippant, on dit comme ça, mais je crois qu'écrire me sert à ranger le monde, à l'harmoniser. D'un coup, je peux mettre le chaos que je traverse pendant une journée, pendant un moment, dans un poème. Je le range dans un poème. Et donc, je peux mettre à la fois des chips, un chagrin d'amour dans les mêmes vers. Et d'un coup, le grand chaos est organisé. Un peu comme... vous savez, comme on jouerait avec de la pâte à modeler. Il y a cette forme informe de la pâte, et d'un coup, on lui donne une forme, et puis ça redisparaît. Mais pendant un temps, on est très content parce qu'on a fait, je sais pas, une petite voiture en pâte à modeler. Enfin, je serais pas capable de faire une petite voiture, mais une boule. Je suis pas très fort en pâte à modeler. En tout cas, je crois vraiment que les poèmes, les lire et les écrire, produisent cette organisation harmonieuse du monde. Et il se trouve que moi, régulièrement, j'ai des vers en tête. Je marche avec des vers où je range les phrases que j'ai en tête en vers. Et que c'est pour ça aussi peut-être que je peux les écrire ensuite spontanément et les imprimer directement en Wi-Fi, parce qu'ils sont déjà rangés dans ma tête. Et c'est sans doute un des aspects les plus prodigieux du langage. Je m'excuse de dire des choses aussi simples, mais voilà, avec 26 lettres, on peut ranger, décomposer le monde, le recomposer, commander un steak frites, écrire un pamphlet, écrire Beaux endormis, et qu'il y a cette capacité à composer, à recomposer les choses. Et pour moi, c'est à ça que sert la poésie. Je crois en fait que les poèmes servent juste à découper des phrases, pour qu'on les voit mieux prendre de la place, même si on y met rien de plus que « J'ai faim, je vais sortir du lit, crois-tu qu'il va encore faire beau ? Peut-être que c'est déjà beaucoup. » Voilà, peut-être que ce petit moment de rangement, c'est beaucoup. En tout cas, pour moi, ça produit ce léger apaisement dans la journée. Je passe à une question généalogique. Quel est le premier poème de l'histoire de l'humanité ? Donc un retour aux origines, et qui est relié justement à cette question de l'ordre, je crois, du rangement ou du rythme. Dans ma tête, j'ai toujours l'impression que le verbe compter, raconter, est relié aussi, à un lien avec le verbe compter, comptabiliser. Et donc pour moi, le premier poème de l'humanité, c'est celui-ci. Amstramgram, pique et collégramme, bourré ratatam, Amstramgram, pique dame. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler cette comptine. J'aime beaucoup les comptines qui sont un genre de langage universel, très ancien. Ici, c'est donc une formule d'élimination. Le dernier sera le chat. Et donc, j'aime bien ces comptines pratiquées dans ces petites sociétés enfantines qui régulent leur violence extrême par ces petits jeux. Alors la plupart des comptines, de ce corpus de comptines qui est important, sont anonymes évidemment, elles sont pour la plupart très anciennes. Et donc ici, tout porte à croire que cette comptine, vos grands-parents la prononçaient déjà lorsqu'ils jouaient dans leur cour de récréation, mais que sous Napoléon III et sous Édouard Balladur, on les prononçait aussi. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Et il se trouve que cette comptine a intéressé un historien, qui est un historien très sérieux, qui s'appelle Jean-Pierre Pauly, spécialiste du droit médiéval et de la féodalité, et que selon ce Jean-Pierre Pauly, cette comptine, dont les mots n'ont aucun sens, ni en fait aucune graphie exacte en français, cette comptine serait la déformation phonétique d'une ancienne comptine nordique en vigueur dans les veillées funèbres chez les Francs. Alors je rappelle que les Francs sont, comme son nom ne l'indique plus, un peuple germanique qui se déploie en Europe du IIIe au XIIe siècle et qui finit évidemment par envahir la Gaule. Et donc voilà ce que donne, selon ce Jean-Pierre Pauly, cette comptine en vieux norrois, donc cette langue scandinave médiévale.
Donc, Emstramgram, biga callégramme, bur et bur iradétan, Emstramgram mos. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez le vieux norrois, mais je vous propose une traduction. Toujours fort grain, viens donc, viens, j'appelle grain, surviens car je mande au brin, toujours fort grain à manger. Alors, c'est pas beaucoup plus clair, mais l'explication que donne Jean-Pierre Poli est la suivante. Alors, le mot brin, c'est la baguette des sorts que les chamans utilisent pour commander les sorts. Et le mot gramme, grain, traduit par grain, c'est le nom du loup céleste en vieux norrois. Et donc, de quoi il s'agit-il dans cette chanson? Il s'agit d'appeler le loup céleste. Alors, grain, vous savez, on le retrouve dans Isengrin, ce loup du roman de Renard, qui était mon personnage préféré, à la fois très méchant, très cruel, et en même temps très triste, comme les loups. Et donc, oui, donc pardon, je reviens au chaman. Ce serait un texte, une comptine qui permettrait donc qu'on pourrait relier à un culte chamanique consistant à appeler les esprits animaux. Et ce culte chamanique, il aurait été pratiqué en particulier au moment de la mort dans certaines communautés nordiques. Et voilà comment ça se passe dans ces communautés. Lorsque quelqu'un meurt, au premier soir, on sacrifie un porc. On fabrique de la bière dans un chaudron. Alors on met des ingrédients pour de la bière. On ajoute à cette bière du sang, du cœur sacrifié du porc et de la plante de jusquiam, qui est une plante puissamment narcotique et sédative. Le défunt est incinéré, donc ça c'est ce qui se passe le premier jour. Le deuxième soir, l'héritier du mort boit cette bière droguée, ce qui lui permet de voir et de compter ses parents morts. Et le troisième soir, c'est là qu'intervient la chamane, qui boit à son tour le mélange et qui donc entre en transe, donc tourne, saute, crie. Et pendant cette transe est accompagnée à la fois de tambours et d'assistants qui récitent une incantation. Et cette comptine, ce texte serait une des traces de cette incantation chamanique. Et donc après, la chamane s'endort, on la met sur une sorte de civière de bouleau, puis elle fait ce qu'on appelle le grand voyage, ce qui lui permet d'appeler les esprits animaux et d'accompagner le mort. Alors j'adore cette idée que les enfants des cours d'école de 2021 perpétuent indirectement un rite chamanique scandinave médiéval. Et j'aime bien l'idée, et je crois assez à l'idée que la poésie a peut-être commencé véritablement lorsque le premier enfant a prononcé Amstramgram, ou un équivalent encore plus ancestral d'Amstramgram. Il était peut-être en train de jouer à chat perché devant sa grotte préhistorique. Ses parents étaient allés chasser le grand cerf et la gazelle. Et les enfants ont joué à chat perché et ils ont récité ce texte que sans doute ils ne comprenaient pas plus que les enfants de 2021, mais qui produisait un rythme et quelque chose qui, peut-être, dont ils avaient le sentiment les dépassait. Il se trouve que bien avant de découvrir cette histoire pour préparer cette conférence performance, j'ai écrit un poème qui ne figure pas dans la grande aventure, mais qui dévoile un rite personnel un peu bizarre que je vous avoue. Quand je suis seul, je dis des mots imaginaires, séries de syllabes sans sens qui produisent intense apaisement. En boucle hipapou papeis, wapas yepas, je le répète, sous la douche et dans la cuisine. Ce sont poèmes et cris de guerre, imprononçables devant d'autres, ou seulement devant toi. On voit tout d'un coup mon langage, celui que je parlais, je crois, juste au commencement du monde. Voilà, alors peut-être, me dis-je à l'instant, que Hipapou Papeis et Wapas Yepas sont aussi des traces d'un rite chamanique très ancien. Je n'ai pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que si je réfléchis au commencement de mon goût, de mes émotions poétiques, si j'essaie de remonter là aussi à une généalogie plus courte, mais conséquente néanmoins, je retombe sur cet objet, qui est donc un magnétophone de la marque Grundig. Ce nom, enfant, à la fois me fascinait et me terrorisait, adulte aussi d'ailleurs.
Et c'est donc le premier magnétophone que j'ai reçu. Enfin, j'avais sans doute eu avant un magnétophone Fisher-Price, mais c'est le premier dont j'ai été dont j'ai un souvenir précis et important, parce que c'est sur ce magnétophone que j'ai écouté les premières cassettes que j'avais reçues. Alors mes premières cassettes, c'était une cassette de Renaud, une cassette de MC Solar et une cassette de Bobby Lapointe. Très grande variété de styles. Et donc j'ai beaucoup utilisé ce lecteur de cassette. Et en fait, quelques temps après, j'ai reçu une machine à écrire pour mon anniversaire. Et donc le premier geste d'écriture que j'ai fait, eh bien, ça a été de recopier les paroles des chansons que j'écoutais sur cette machine à écrire. Donc j'utilisais beaucoup la touche pause et la touche retour en arrière. Et j'essayais de fixer ces textes qu'en fait je ne comprenais pas très bien, parce que je ne sais pas très bien ce que peut comprendre un enfant de 10 ans aux paroles de Renaud, qui est d'une toute autre génération et d'une autre époque. Même Solar, c'est un peu pareil, ça va très vite, c'est compliqué. Et Bobby Lapointe, encore plus. Le soir, au bar de la gare, Igor à gare et noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort, ivre-mort, au comptoir du bar. Alors, je vous donne la solution. Mais en fait, la solution n'est jamais beaucoup plus claire. Et c'est ça, je pense, qui m'arrêtait enfant. C'est qu'il y a quelque chose, l'impression de comprendre et de ne pas comprendre en même temps. Et donc d'être face à quelque chose qui résiste et qui excite l'esprit et fait entendre qu'il y a quelque chose derrière à trouver, ou quelque chose qui reste. Et il se trouve que longtemps après, en 2015, j'ai ressenti la même impression que j'avais eue face aux chansons de Bobby Lapointe, en écoutant les chansons du groupe PNL, qui ont produit véritablement la même fascination face à des textes que je ne comprenais pas et que je comprenais en même temps, dont j'avais l'intuition de quelque chose de compréhensible. Et il se trouve que donc, leur premier album est sorti en 2015 et qu'ensuite ils ont sorti plusieurs albums, et quelques temps dans le deuxième album, je crois, ils ont sorti une chanson qui s'appelle Dans la légende. Et dans cette chanson, eh bien, ils commentent et thématisent l'effet produit par leur chanson, et ça donne ceci. Zing 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 zang, hey 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 hey. Je sens des mots de merde et tu me payes, paye, 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 paye. La haine sur le maillot, le zay, la maille, je vois maille à maille. Le M en saille, dans le corps tu fly, wallahi, wallahi. Alors, je vous donne également la solution. Zing 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 zang, hey 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 hey. Je sors des mots de merde et tu me payes, paye, 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 paye. La haine sur le maillot, le zay, la maille, etc. Alors, c'est pas beaucoup plus clair non plus. Peut-être sauf cette phrase, je sors des mots de merde et tu me payes, paye, 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 qui est une phrase que j'adore. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a aussi là des traces d'un chant incantatoire dans PNL. En tout cas, comme je ne sais pas comment enchaîner, je passe à la question 8. Qui est une question compliquée également. Et pour ça, je propose d'y répondre par un ultra court-métrage. Tu vois, j'ai l'impression parfois d'avoir fait le tour d'Internet. J'ai fait défiler toutes les images, j'ai regardé tous les messages, et pourtant j'attends encore quelque chose. Je ne sais pas quoi. Tu m'as dit que le plus dur pour les acteurs, c'est de sortir du cadre en gardant l'air naturel. J'ai eu l'idée hier soir d'un film à très gros budget, entièrement tourné du point de vue d'une vache sauvage à la recherche de son troupeau. Tu crois que ça existe, les vaches qui retrouvent l'état sauvage? Ce serait merveilleux, non? Alors j'ai tourné ce film en Corse. Pour ceux qui connaissent, la question des vaches sauvages en Corse est importante. Régulièrement, des touristes se font encorner par des vaches, notamment sur les plages du désert des Agriates et ailleurs. Et il se trouve que j'ai écrit un poème sur les vaches qui dit ceci. Sur la plage,
sur la route hier, j'ai dû freiner fort, car au beau milieu, il y avait une vache, ainsi que son veau. Ça arrive souvent. Je voulais te prévenir si tu passes vers le pont de Notchette. Je ne sais pas bien ce qui rend les veaux si bouleversants. Ils ont dans les yeux une forme d'effroi extrêmement doux. Ça doit être ça. Question 9. Comment Georges Perros m'a-t-il sauvé la vie? Alors, il ne m'a pas sauvé la vie sur une route corse, mais sur un chemin sans doute plus sinueux encore, qui est celui de l'écriture et de la vie. Et Georges Perros, pour le présenter rapidement, c'est un poète, un écrivain qui a commencé par être comédien. Il a été quelque temps à la Comédie Française, puis il a quitté son travail de comédien, et il s'est consacré à l'écriture, et il a aussi quitté Paris pour s'installer en Bretagne, à Douarnenez. Il a beaucoup lu, pas mal écrit, finalement assez peu publié. Il a publié 3 livres de notes qui s'appellent Les Papiers collés, et 2 livres de poésie, plus d'autres textes, dont un livre très important pour moi qui s'appelle Une vie ordinaire. Dans Une vie ordinaire, Georges Perros fait son autobiographie en octosyllabes. Et c'est un livre qui, lorsque je l'ai eu entre les mains, lorsque je l'ai lu, m'a énormément marqué. J'ai eu l'impression bien que toute ma vie y était, ou une vie possible y était. Et je crois que j'appréciais particulièrement sa façon de ranger le monde, de composer et de décomposer les phrases, si bien qu'un grand nombre de poèmes me sont restés en tête. Je les ai appris, je les ai répétés. Et un des poèmes que je me répète le plus souvent dans ma vie, c'est celui-ci. Chose que je croyais perdue et qu'une eau nouvelle retrouve. Caillou bloqué dans un ruisseau qui attendiez l'autre printemps pour retrouver l'âpre aventure. Je ne vous imaginais plus et vous me redonnez à vivre. Que suis-je quand vous n'êtes pas? Et voilà ce que dit Georges Perros de la poésie. C'est dans un film qui a été tourné à Douarnenez. Une équipe de télévision est venue le voir, ce qui semble un peu dingue aujourd'hui, et il s'est mis à parler. Le travail est une chose pour moi très difficile à comprendre. Je comprends très bien si je clouais des caisses ou si j'étais un travailleur manuel. Ce qui me manque, c'est ça, c'est que je suis, on dit un intellectuel, et c'est vrai. Alors un intellectuel, c'est très curieux comme travail, naturellement. Et je n'ai pas la chance d'avoir un chantier devant moi de travail, c'est-à-dire je ne suis pas romancier, par exemple. Alors un romancier, il en a pour 3-4 mois de travail, quoi. Moi, par exemple, je ne peux pas travailler mes poèmes parce que ils ne sont pas susceptibles d'être travaillés. Et ça me désole d'ailleurs, je suis désolé par ça. J'écris très très vite les choses et je ne peux pas y revenir parce que j'ai même pas besoin de corriger, c'est comme ça et puis c'est tout. Je n'ai pas de langage arrêté justement parce que quand, je te disais tout à l'heure, quand on me demande un texte, alors là mon langage je l'arrête, c'est comme un flic qui arrête la circulation. Mais autrement, moi non, je laisse aller et je suis pris en écharpe par ce que j'écris. Si tu veux, le poème pour moi c'est ça, c'est quand je suis pris en écharpe, donc je suis pris dans un mouvement. Hein, un peu équivalent au crachin. Ici quand il pleut pas d'une manière verticale, comme ça, comme dans le Midi. Il pleut comme ça. C'est une espèce de manège. Flou. Oui. Alors il y a une espèce de jeu comme ça, et le vers, pour moi, le mien, c'est ça. Il est comme ça, il tourne sur lui-même, et puis il revient sur lui-même. Alors c'est une espèce de petit élément, comme ça, de petit mouvement. Et moi, je me laisse faire, naturellement, mais par exemple, j'ai pas écrit un vers depuis des années. J'adore ce mouvement, d'ailleurs le réalisateur l'aime aussi puisqu'il fait un zoom. Et voilà ce que ça donne le tourbillon de Perros. Je vous lis un autre poème que j'aime beaucoup aussi. J'avance en âge, mais vraiment je recule en toute autre chose. Et si l'enfance a pris du temps à trouver place en moi, je pense, voilà qui est fait, et je suis devenu susceptible au point qu'on peut me faire pleurer rien qu'en me prenant la main, je traîne en moi ne sais quelle santé, plus prompte que la maladie à me faire sentir la mort. Tout m'émeut comme si j'allais disparaître dans le moment. Ce n'est pas toujours amusant. Voilà Georges Perros, qui disait aussi qu'on n'admire pas un écrivain parce qu'il écrit bien, mais qu'on admire un écrivain parce qu'il constitue un modèle, un exemple d'existence. Et il dit aussi ceci. J'ai l'idée que la poésie se trouve par là, dans une région de flamboiement entre l'éthique et l'absurde, mais c'est la même chose. Le langage justifie notre esprit d'escalier, notre besoin de parodie, de miroir, de représentation. On vit, mais on s'aperçoit surtout qu'on vit. Un homme seul sur son île, dans le présent de sa présence, eh bien, il retournerait à l'animal. D'où l'on ne peut écrire, non pas tellement pour, mais grâce aux autres. Merci aux hommes. Nous sommes des paradoxes ambulants, et précaires. Voilà, merci aux hommes et merci à Georges Perros. Un moment météo.
accompagné par Evelyne Delia comme il se doit. Alors c'est une question très importante, hein. Quel temps fait-il aujourd'hui? Une question très importante puisque c'est sans doute celle qui commence la plupart de nos conversations. Ça commence par là. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que tu t'es pris la verre tout à l'heure? Est-ce que tu as allumé le chauffage? Quelle horreur, le temps change, etc. Et or, dans la mesure où c'est quelque chose qui occupe très fortement nos conversations, je crois que ça a tout à fait sa place en poésie. Et donc je suis favorable aux conversations météo à la fois dans la vie et dans les poèmes. Je me sens même très météo-dépendant de ce point de vue-là. Et peut-être d'ailleurs, à la différence des romans, la poésie, je crois, peut se permettre d'être une chaîne météo. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans un certain nombre de poèmes si on s'intéresse aux haïkus japonais, qui sont des poèmes qui pratiquent cet art très simple de capter le temps, à la fois le temps qui passe et le temps qui fait, et qu'on retrouve par exemple chez mon auteur de haïku préféré qui s'appelle Issa. Et je vous ai choisi 3 haïkus. Seul, prenant mon repas, le vent d'automne. Être là, tout simplement, au milieu de la neige qui tombe. Même mon ombre est en pleine forme, premier matin de printemps. Toujours l'impression que les haïkus sont dans une sorte de fil ténu entre le haïku et la parodie du haïku. Mais néanmoins, j'adore Issa. Mon haïku préféré de Issa, il dit « L'arracheur de navets montre le chemin avec un navet ». Magnifique. Il se trouve que, je crois, dans les haïkus, il y a quand même quelque chose d'assez pur, on rejoint une forme de définition assez pure de ce que peut être la poésie, et de ce que peut être la poésie en tant qu'elle est un poème de circonstances, relié à des circonstances très précises. Et je crois, sans y avoir pensé, que c'est souvent de ce côté que je suis allé en écrivant des poèmes, par exemple celui-ci. Ces textes viennent sans raison, ce sont poèmes de circonstances. Tu as vu l'orage dans la nuit, est-ce qu'il a plu aussi chez toi? Enfin, je disais ça comme ça, tout n'est pas à garder peut-être. Je compte sur toi pour faire le tri entre essentiel et accessoire, et ne garder que l'accessoire. Donc, on peut, et peut-être faut-il, ou en tout cas on peut, c'est peut-être suffisant, on peut ne garder que l'accessoire, ouvrir la fenêtre, regarder le temps qu'il fait, et on a un poème, presque directement. Et si on est lassé par sa propre fenêtre, ce qui arrive parfois en temps de confinement par exemple, je signale qu'il existe un site qui s'appelle Windows Swap, et qui permet, comme son nom l'indique, d'échanger de fenêtres. Des gens ont filmé, à travers le monde, des milliers de personnes ont filmé leurs fenêtres, et on peut naviguer sur ce site, et on clique, donc là on est à Oman, et là on passe à Alicante, en Espagne. On clique. On est à Oman, pardon. Donc c'est un peu boueux à Oman. On arrive à Moscou, où le temps est gris. L'Australie. Donc Albuquerque avec des montgolfières dans le ciel. Un paysage très vert de Slovaquie. Et un chat à Tacoma. J'adore ce site, enfin j'y passe des heures. Après je ferme quand même parce que je me dis qu'il faut que j'ai fait quelque chose de ma journée. Mais je crois qu'il y a quelque chose de vraiment proche entre cette fenêtre ouverte et ce que peut retenir un poème, c'est-à-dire retenir quelque chose de tout à fait anecdotique. Un autre vers que j'ai en tête de Perrault, c'est « Anecdotique, je le suis, merci de me le faire entendre ». Et je crois qu'il faut assumer cette anecdote, et qu'un des premiers rôles peut-être de la poésie, c'est sans doute bien de produire ce lien, de retenir l'anecdotique. Et vous savez peut-être qu'au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, il existe un corpus immense de poèmes qui ont été écrits pour des étrennes, c'est-à-dire pour le Nouvel An. Clément Marot, par exemple, a écrit un recueil entier de poèmes de Nouvel An. Donc, il écrit des poèmes qu'il donne à l'occasion du Nouvel An à un certain nombre de gens, alors des gens de la cour, le roi, la reine, puis des princes, etc. Du Bellay en a écrit. Il s'agit donc de donner un poème pour une occasion, comme on fait aussi des poèmes de Saint-Valentin. Et cette poésie de circonstance, en fait, est quelque chose qui existe presque dans toute l'histoire de la poésie. Au XVIIIe siècle, on appelle ça la poésie fugitive. J'aime bien ce terme. Aujourd'hui, j'ai un ami, Sébastien, qui est suédois,
et qui m'a décrit cette tradition qui est toujours en vigueur dans sa famille et plus largement en Suède, qui se passe à Noël. Qu'est-ce qui se passe à Noël? Eh bien, au moment où on se donne des cadeaux, on accompagne chaque cadeau de quelques vers rimés qui servent à la fois à accompagner le cadeau, parfois à le décrire ou à le faire deviner. Et donc, il y a à la fois un don réel, un cadeau réel, et un don symbolique ou plus léger, qui est ces vers rimés, alors qu'en suédois on appelle grötrim, ça veut dire rime de porridge, j'aime bien le terme aussi, en souvenir évidemment du repas de Noël. Et donc la poésie de circonstance, pour moi, est une ligne importante de l'histoire de la poésie. Vous savez aussi peut-être que Mallarmé fera un certain nombre de poèmes de circonstance, des poèmes d'étrennes aussi d'ailleurs, mais aussi des poèmes qu'il note sur des enveloppes qu'il adresse à des amis pour des circonstances particulières. Il appelle ça du rien précieux, et j'aime beaucoup aussi cette expression. Beaucoup plus tard, le poète Jacques Jouet a initié en mai 2013 un projet qui s'appelle le Projet Poétique Planétaire, PPP. Et son objectif est de faire parvenir par voie postale à chaque être humain de la planète Terre un poème original composé par lui. Alors il a commencé par les personnes qui sont présentes dans l'annuaire du département de l'Ain. Et donc il a véritablement commencé ce projet. Alors il a été rejoint ensuite par 4 personnes, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais j'adore cette idée d'envoyer un poème adressé. Alors là c'est à des inconnus, ce n'est pas exactement la même logique que pour Mallarmé ou Marot, mais c'est toujours un poème circonstancié. Et il se trouve que j'ai composé moi aussi un certain nombre de poèmes de circonstances qui sont dans ce livre, mais un certain nombre qui ne sont pas dans ce livre. La plupart des poèmes de circonstances que j'ai écrits, je les ai inscrits sur des cartes postales et que j'ai adressés à mes neveux. Et donc je vais vous en lire 3 qui sont tout à fait inédits. Le premier a été composé le 29 janvier 2014 pour l'anniversaire de mon neveu Martin. Et voilà ce qu'il dit. C'est une poésie rapide pour un Martin qui grandit vite, griffonné pour un intrépide qui a les idées qui palpitent. C'est un poème en Lego qu'on peut démonter si l'on veut pour en garder un ou 2 mots et en faire d'autres tant qu'on peut. C'est une missive à message qui dit joyeux anniversaire. 5 ans je crois c'est le bon âge, je t'embrasse petit ver de terre. Deuxième poème adressé cette fois-ci, écrit le 6 novembre 2015 pour la naissance de Noé. Donc Noé qui a un prénom en 2 syllabes, et donc j'ai fait un poème 10-syllabique qui dit ceci. Ohé Noé, qui t'es, on sait pas. Et oh nono, bientôt on saura. Youhou, coucou, là-bas, je te vois. Un poème assez simple, que j'aime bien. Et un troisième poème adressé à nouveau à Martin le 13 août 2016, et cette fois-ci pour aucune raison. Voilà ce qu'il dit. Mais quand était-ce déjà? Je l'avais noté quelque part, mais le papier disparaissa dans un grand coup de vent bizarre. Dessus, on lisait « Pour Martin, j'ai écrit ce petit poème, pour lui demander s'il va bien et s'il n'oublie pas que je l'aime. » Le reste, je ne m'en souviens plus, cela parlait de zèbres aztèques, d'Iroquois, de monstres velus, mangeant de drôles de pastèques. Ça partait dans tous les sens, et c'est pourquoi je l'ai perdu. Il n'en reste que la substance, si le facteur ne l'égare. Nous en sommes à la question 11. À qui parles-tu, camarade? Donc souvenir des assemblées générales, des assemblées, des AG de 68, dans lesquelles j'étais évidemment. Et qui est aussi une question très importante, puisque c'est la question de l'adresse. On l'a entendu dans ces poèmes de cartes postales. Je crois qu'il y a poème à partir du moment, pour moi en tout cas, où un je s'adresse à un tu, où il y a un don et où il y a un lien. Et donc le poème sert à produire ce lien, ou à l'entretenir, ou à le relancer, qui est un lien amical, un lien amoureux aussi. Et donc le poème a à voir avec cette adresse amoureuse, avec cette conversation. Dès qu'il y a un je et un tu, il y a aussi évidemment une séparation, et il y a un appel et il y a un poème. Si bien que je pense peut-être que le premier poème que l'on écrit, ou plutôt que l'on prononce dans notre vie, c'est sans doute le premier cri que l'on pousse lorsque nous sommes séparés de notre mère. C'est un poème un peu brut, mais néanmoins c'est un poème, puisque c'est un poème qui dit l'absence et qui dit l'adresse. Et donc cette façon d'envisager la poésie comme adresse et comme adresse à quelqu'un d'absent, elle fonctionne pour un certain nombre de poètes. Elle fonctionne pour Orphée qui pleure Eurydice. Elle fonctionne pour les prières d'un dieu absent. Elle fonctionne pour les troubadours qui chantent leur amour de loin impossible.
Elle fonctionne aussi toutes les fois où la personne à qui on écrit ne répond pas à notre texto. C'est un geste lyrique majeur. Le message laissé en vue est un poème lyrique, tout comme on pourrait tout à fait dire d'ailleurs que Orphée s'est véritablement fait ghoster par Eurydice. En tout cas, la poésie pour moi a affaire avec ce lien, cette adresse, et je me suis rendu compte que dans presque tous mes poèmes, il y avait un tu, il y avait une adresse. Georges Perros, encore lui, décrit la poésie qu'il écrit comme une tentative de bavardage avec support lyrique. Et j'adore cette idée, tentative de bavardage avec support lyrique. Et voilà ce que ça donne pour moi. Un poème qui ne s'adresse à personne en particulier me fait penser aux fruits qui pourrissent sur la table de la cuisine. Je sais, j'exagère. Il est possible que le destinataire ne soit pas en mesure de lire le poème quand il le faudrait. Est-ce que tu reçois encore mes messages ? J'ai un peu peur que tu te mettes en mode avion pour toute la vie. Voilà la peur que les fruits pourrissent et que le mode avion ne soit pas débloqué. Donc pour moi, la poésie est une conversation et c'est ce que dit un autre de mes poètes préférés, qui est Alain Souchon, dans une de mes chansons préférées. Qui est chanter, c'est lancer des balles ballons qu'on tape pour que quelqu'un les attrape. Et que ça bibap loula. Voilà, chanter, c'est lancer des balles. J'aime beaucoup l'idée qu'au tennis, l'engagement se dise un service. On rend un service, quelque chose, on donne quelque chose, on rend le jeu possible. Et la poésie, en fait, me semble procéder du même désir d'envoyer une balle et de rendre un jeu possible. Question 12. Qui te dira si ton poème est poème ? Alors cette question, je l'emprunte à un poète que j'aime beaucoup, qui est Eugène Guivic, qui dit donc ceci: qui te dira si ton poème est poème, s'il restera gravé dans l'espace durable où se tient le poème. Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup, qui m'arrête beaucoup. Elle m'intéresse à tel point que je l'ai inscrite dans les toilettes de la Maison de la Poésie, qu'on a recouverte de graffiti avec Clémentine Mélois il y a quelques temps. Et donc c'est au-dessus du distributeur de papier, donc un endroit stratégique, le nouvel espace durable du poème. Alors cette question, elle me semble importante parce que c'est la question que je me suis posée une fois que j'avais écrit ces poèmes et que je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que ces poèmes valent la peine d'être publiés, d'être envoyés, d'être adressés ? Et c'est-à-dire à quel moment un poème devient poème ? Est-ce qu'on peut parler de tout dans un poème ? Est-ce qu'il y a des mots autorisés ou des mots poétiques ? Est-ce qu'on peut mettre des clichés ou est-ce qu'il faut les éviter ? Est-ce qu'il faut parler une autre langue que la nôtre si on écrit de la poésie ? Une langue supérieure, une langue plus belle, plus imagée ? Et je crois que j'en suis arrivé à cette position assez importante à mes yeux de dire que la poésie ne peut pas mépriser le présent, que la poésie doit s'inscrire, en tout cas pour moi, la poésie que j'écris, dans un présent, et donc elle peut tout utiliser. Elle peut utiliser tout ce qui m'arrive, et donc s'il m'arrive des vers d'Aragon et des émojis, eh bien je mets tout dans le même poème, et je mets la vaisselle qui traîne dans l'évier, je mets les chips, je mets le deuil, je mets l'être aimé qui ne répond pas au message, je mets les onglets trop nombreux ouverts sur mon bureau, je mets la mort qui rôde en fin d'après-midi, je mets tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone interdite du poème. La poésie, pour moi, suit le grand écart de la vie. Et donc, les chips, de ce point de vue-là, sont aussi importants dans une journée que je sais pas, le souvenir triste d'un moment qui nous traverse. Et je n'ai pu que constater que donc il y avait un certain nombre de chips dans mes poèmes. Je ne sais pas bien pourquoi je dis souvent dans ces poèmes ce que je bois, ce que je mange. Car après tout, enfin, tu vois, ce n'est pas le plus important de savoir que celui qu'on lit mange des chips et boit du vin. Ce serait mieux de connaître ce que je pense de l'existence, de l'amour et des métaphores sur la grandeur de l'âme humaine. Mais ce sont des mots pour lesquels il faudrait un permis spécial que je ne compte pas passer. C'est l'heure du goûter, je te laisse, il reste du gâteau d'hier. Voilà, la poésie, je pense, peut tout s'autoriser, le gâteau d'hier comme les chips, mais pas simplement, des émotions plus fondamentales peut-être. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de laisser les choses se faire et d'autoriser aussi bien la narration, le roman venir.
Et donc, qui nous dira si notre poème est poème? Je ne sais pas. J'aime bien en tout cas que le doute persiste et que ça fait partie aussi de la poésie qu'elle intègre ce doute. Et je passe donc à la question 13. Suis-je bien dans ma peau? Je pense que la question se pose, mais je préfère déléguer la réponse à Jean-Pierre Léaud. Non, je ne suis pas bien dans ma peau. Il y a des gens qui disent l'important c'est d'être toujours en accord avec soi-même. J'ai entendu une crapule dire ça récemment à la télévision. Quand on entend ce genre de propos, regardez bien la tête des gens. Ils ont tous un point commun, un côté papin. Quoi que j'aime bien les ruminants. Ils ruminent. Ruminer c'est bien, ruminer un mot, une idée, n'importe quoi. Naturellement, j'en viens à cette question. Faut-il de la mélancolie? Qui est une question évidemment importante. Est-ce que pour écrire de la poésie, il faut laisser entendre une part de mélancolie? Et c'est une question trop grande pour moi que celle de la mélancolie, et donc j'ai préféré m'aider d'un outil de savoir moderne accessible pour savoir exactement ce qu'était la mélancolie, et donc j'ai documenté cette recherche. Une bande son dedans. Donc j'ai tapé mélancolie sur Google et je suis allé voir sur Google Images. Alors là c'est assez frappant parce que qu'est-ce que c'est que la mélancolie? C'est regarder vers la gauche et se tenir la tête. Franchement c'est très très frappant. Donc, alors parfois la tête est penchée selon un angle plus ou moins grand. Parfois on a une capuche, parfois on est sur un banc, mais le plus souvent quand même la tête est tenue. Et parfois on se tire même l'ensemble du visage. Parfois les deux mains tiennent le visage, c'est rare aussi. Alors j'ai voulu ensuite comparer la mélancolie et l'inquiétude, voir si ça pouvait m'aider dans savoir ce qui m'habitait. Alors c'est très très net, hein. L'inquiétude c'est non pas une main mais deux mains. Alors là c'est une exception, mais sinon clairement il y a deux mains. Alors parfois les mains sont éloignées du visage, mais quand même, le plus souvent, on est à deux mains. C'est tout à fait frappant. Alors, inquiétant évidemment avec un masque devant son ordinateur. Les deux mains. Une cravate, mais deux mains. Êtes-vous une personne anxieuse? Très bonne question. Et ensuite, rêver d'inquiétude. Alors il y a trois mains. C'est un peu une exception. Et donc j'ai regardé ça, je me suis dit, mais alors, comment ça se passe pour mes poèmes? Est-ce que c'est des poèmes où je me tiens la tête avec une main ou avec deux mains? Est-ce que je regarde vers la gauche? Alors, je me suis rendu compte que ma mélancolie ne ressemble pas tout à fait à la mélancolie de Google Images. Enfin, je crois que, je suis peut-être pas le mieux placé pour la juger, mais que pour moi, la mélancolie intervient toujours au retour d'un vers, un peu par hasard. Comme la mort, souvent, nous arrive par hasard dans nos vies, elle surgit. Et donc dans ce livre, il y a des moments mélancoliques. Il y a la mort de mon grand-père qui prend une place importante, mais qui n'est pas vraiment mélancolique. Et il y a plutôt des surgissements comme ça. Tout est si étrange que rien ne surprend, mais il semble aussi qu'on peut dire l'inverse. Tout est si normal que tout me bouleverse. Et soudain le soir, il suffit d'une ombre pour voir apparaître en entier la forme de monstre de mélancolie. Mais la musique un peu plus fort, et puis pensons à autre chose. Voilà, donc parfois une mélancolie du soir, et parfois une mélancolie du matin. Au petit matin, dans l'appartement de la grande ville, les angoisses arrivent, il fait encore nuit. J'ouvre grand la porte. Venez mes amis, j'avais prévu de me lever et de faire des choses, mais puisque vous avez pour moi fait le déplacement,
Restons là ensemble par-dessous les draps, quelques heures au moins, ou toute la journée, c'est vous qui voyez. Je pourrais sinon ouvrir les volets, fixer calmement le visage ami du lampadaire de la place comme un poète romantique, ou plutôt comme un enfant qui sait, redonner leur vie aux objets et écouter attentivement le lampadaire murmurer. Tout ira bien, tu vois, idiot, il reste encore de la lumière. Donc, je crois que mon rapport à la mélancolie est un rapport de tension, c'est-à-dire qu'elle revient et j'essaie toujours d'y échapper. Et donc je me suis quand même posé la question de comment échapper à la mélancolie et quel pourrait être le terme inverse de la mélancolie. Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la félicité? C'est aussi une question très difficile. Et donc je suis aussi allé voir sur Google. Et bien sur Google, c'est assez net la réponse, ce qui est le contraire de la mélancolie. Le contraire de la mélancolie, c'est la salade. C'est une preuve tout à fait évidente. Et ça nous emmène vers la question 15. Peut-on être léger? Donc, qui est évidemment pour moi complètement relié à cette question de la mélancolie, puisque les choses se jouent dans cette tension entre légèreté et mélancolie, et que c'est dans ce fil ténu que sans doute que je vis et que j'écris. Et je crois que je suis toujours en quête d'une forme de légèreté, justement parce qu'elle s'échappe toujours. Et un moment de grande liberté. Et je raconte ça dans un poème. Enfant, je savais déjà que je ne serais jamais enfant et qu'il était déjà trop tard. Autant jouer à ne pas l'être et puis l'être pour toujours. Tu me dis, l'option légère n'est jamais celle que tu prends. Je trouve le moyen, tu vois, de l'éviter très légèrement. Ça ne se joue pas à grand-chose. Une autre figure de la légèreté ou du désir de la légèreté, pour moi, c'est le manège, qui est une figure, je me suis rendu compte, qui revient assez souvent dans le livre, et qui est une figure double, à la fois inquiétante et légère, ou mélancolique et légère. Et il se trouve que j'ai dans la poche, en permanence, un jeton de manège bleu roi. Je marche jusqu'à Montmartre et le caresse du bout des doigts. Il est en plastique rigide. Dessus est gravé en lettres dorées, manège enfantin, entreprise croisier, bon pour un tour non remboursable. Je l'ai volé sans faire exprès et le garde ne sait pourquoi. Peut-être bien un peu bêtement, pour si je meurs sans crier gare. Alors on m'offrirait le droit, selon les heures d'ouverture sur le manège de l'enfance, à un tour en plus, pourquoi pas. Question 16. Peut-on trouver un sens à sa vie au supermarché? Je pense que c'est une question qui nous intéresse tous parce qu'on passe un certain nombre d'heures au supermarché, qui est pour moi un lieu que j'aime beaucoup. Et en même temps où je suis perdu. Et donc j'ai ces deux éléments, mais j'aime beaucoup quand je vais dans une ville nouvelle, aller au supermarché. Et j'ai écrit plusieurs poèmes qui l'évoquent, notamment celui-ci. Tout à l'heure, au supermarché, j'ai erré longtemps à la recherche d'un sens à ma vie, d'une décision pour la suite et d'un shampoing qui convienne. Il y en avait tant en rayon, tant de périls possibles. 2 en 1, Charybde et Scylla, tout, souvent tout, me semble océan. Ce n'est pas ma faute si mes odyssées sont très minuscules. Un jour, Athéna me viendra en aide. Il est possible qu'Athéna me soit venue en aide dans le supermarché de Dieulfi, dans la Drôme. C'est un document inédit également. Alors malheureusement, ce type n'était pas prévu. Il a gâché ce film, mais voilà, énormément d'énergie dans ce supermarché. J'en viens à la question 17, où est la grande aventure, qui est une question importante, puisque c'est celle qui donne le titre au livre. Je suis un grand lecteur de romans de chevalerie, et dans les romans de chevalerie, eh bien, les héros, comme vous le savez, partent à l'aventure. Et là, j'ai donné un extrait de Perceval. Perceval, au petit jour, s'était levé comme à son habitude, car il était en quête et en attente d'aventure et d'exploits chevaleresques. Ce que j'adore dans les romans de chevalerie, c'est que ça commence toujours par des chevaliers qui ne trouvent pas l'aventure. Ils sont dans les bois, il ne leur arrive rien. Et donc ils sont, comme nous, dans notre routine quotidienne, à espérer que quelque chose leur arrive, qui est une femme à sauver, qui est une reine, une princesse, un dragon auquel échapper.
et donc quelque chose qui leur permette aussi d'éprouver leur hardiesse. Et donc, moi j'ai l'impression de vivre ça, c'est-à-dire d'être face à cette aventure qui se refuse, et sans doute qu'elle se refuse encore plus, ou que l'impression qu'elle se refuse est encore plus grande aujourd'hui, dans la mesure où on connaît l'évidence tragique. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout a été traversé, exploré, toutes les aventures vivables ont été vécues. L'Everest a été gravi, il n'y a plus de Sahara, il y a même un robot qui fait des photographies des reliefs sur Mars. Et donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, l'aventure n'est plus considérée comme quelque chose d'offert aux adultes, et comme si on avait abandonné l'aventure, la grande aventure. Quand j'ai choisi pour titre La Grande Aventure, j'ai fait ce que je fais maintenant, vous le savez, de façon un peu obsessionnelle. Je suis allé sur Google Images, et voilà ce que j'ai fait. Ah non, d'abord, je voudrais lire un poème qui raconte ceci. Je ne réponds plus à tes messages, car on dirait que rien ne presse. Où est la grande aventure et les romans qui nous dépassent? Je les lirai une autre fois. Émoji cœur, émoji chien, j'espère quand même que tu vas bien. Voilà ce poème sur l'aventure qui se refuse et qu'on espère malgré tout. Et donc je suis allé sur Google Images, j'ai tapé La Grande Aventure, et voilà ce que ça donne. Donc un film avec des chiens plus une peluche, Lego La Grande Aventure, Titeuf La Grande Aventure, sorti très récemment. Alors je vous ai épargné une chanson, plusieurs chansons, notamment une chanson d'Henri Dess. Je trouvais que ça se faisait un peu trop peut-être. Donc en tout cas, l'impression que La Grande Aventure est réservée au monde de l'enfance, à une sorte de moment où on pourrait se laisser aller à l'aventure. Or, je crois que on peut faire d'un certain nombre de choses des aventures de proximité, ou des micro-aventures, ou des aventures majuscules. Et donc dans ce livre aussi, je rêve assez souvent à Ulysse, au contrebandier, à Long John Silver. Et je crois qu'il peut y avoir des aventures de différents niveaux. Je crois qu'on peut, par exemple, vivre une aventure tout simplement en repassant par le même chemin à différentes saisons et en revoyant une baignoire sous un arbre. J'ai entrepris d'autres aventures, peut-être à une autre échelle. Il se trouve qu'en 2012, j'ai lancé une aventure qui est là à l'échelle de ma vie avec deux amis, Antoine Gaget et Gilles Merveilleux-Duvigneau. On s'est lancé dans un projet qui est celui de faire le Tour de France à pied, intégralement. Et donc on a commencé à Brest en 2012. Et pour le moment, on est resté en Bretagne, parce qu'on marche extrêmement lentement. Mais on a quand même fait 9 saisons maintenant, puisque alors la carte n'est pas très claire, mais on arrive tout en bas là, en 2021. Et je vous propose ce document très, très inédit à nouveau, qui est une photo sur la frontière entre la région Bretagne et la région Pays de Loire, que nous avons donc traversée l'an dernier. Donc voilà, ça c'est une grande aventure, une petite et une grande aventure, dans la mesure où on n'avance pas très vite, mais dans la mesure où par ailleurs, cette aventure devrait nous accompagner jusqu'en 2060 environ. Alors, je n'ai pas fait simplement le tour du monde, le Tour de France. Je gâche mes effets. Je n'ai pas fait simplement le Tour de France, j'ai aussi fait le tour du monde. Et je le raconte dans un poème qui dit ceci. Tous les 4 ans, je participe au Vendée Globe. C'est une course autour du monde, à la voile et en solitaire, sans escale et sans assistance. Je joue en ligne, mon bateau se nomme le Prince Youpi 4. Je règle les voiles et mon cap, jour et nuit sur mon téléphone. J'ai traversé plusieurs tempêtes, dans les 40e rugissants. La dernière fois, je suis arrivé 32, millième sur combien, je ne sais plus, enfin tu vois, j'ai fait presque le tour du monde. Et je vous offre en exclusivité des images de Prince Youpi 4. Donc on est par 45 degrés sud et 58 degrés est. Je viens de passer le cap de Bonne-Espérance. Le bateau avance pas mal. Je suis 24 millième, je crois. Ouais, c'est 24 millième. Après, je vais perdre des places dans la remontée d'Atlantique. Mais j'ai fait le tour du monde. Voilà, l'idée d'aventure, évidemment, elle est liée à l'aventure épique, à l'aventure aventurière, mais dans le livre, elle est aussi liée à l'aventure amoureuse, et elle est aussi liée, il y a plusieurs sens, elle est aussi liée évidemment à l'aventure de s'abandonner à écrire un livre de poésie, ce que évidemment je n'aurais jamais imaginé faire. Et je raconte ça dans ce poème. Regarde ces poèmes à la suite, tu devrais les assembler. Ça fait un livre en fait, tu sais.
Il existe déjà, j'ai ri, car quelle idée, mais après tout, si c'était ça l'aventure, ce serait tellement plus simple, si tout se déroulait ainsi, dans notre dos et malgré nous. C'est peut-être ce qu'il se passe. Regarde les jours à la suite, ça fait une vie, en fait, tu sais. J'en arrive à la dernière question. Ça revient pas sur mon écran, c'est pour ça. Vous avez du temps ce soir ou pas? Ah non. Grande pression. Est-ce que le Wi-Fi va marcher? C'est le clou du spectacle. C'était prévu pour être plus fluide. Mais c'est pas grave, on accepte parfois que ce soit pas fluide.